Pour la nouvelle mandature en République démocratique du Congo, au menu, évidemment, la consolidation des acquis. Quels en sont le contour décryptage dans ce dossier de la rédaction? Bienvenue, madame, messieurs. Bienvenue, Alain Boma. Merci, Julie Sefou. Pour en parler, nous recevons un politologue, coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Il s'agit de monsieur Christian Moleka. Bienvenue, monsieur Moleka. Merci pour l'invitation. Et même bonne année. Hein? Bonne année. Bonne année à vous également. Merci. L'investiture s'est déroulée en grande pompe avec beaucoup d'invités, de marques. Un signal fort de redécollage. Je peux dire qu'il y a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il faut bien prendre les choses en regardant 2018. Vous avez un président qui a été élu avec tout autour une controverse sur sa légitimité. Et donc, qui avait donc, durant tout le mandat, traîné cette question de légitimité. Et donc, la célébration du 20 est une réponse à cette légitimité reconquise en interne et international. Et donc, ce grand déploiement-là est une forme d'expression de cette légitimité interne, internationale qu'il porte. En même temps, d'un point de vue externe, c'est également l'image de l'intérêt que représente le Congo comme élément de stabilité. Parce que si vous avez bien regardé ceux qui sont venus, c'est beaucoup de chefs d'État de la SADC, beaucoup de l'AC, c'est-à-dire de la sous-région, qui veulent d'un Congo stable, qui soit un pivot, un élément déclencheur de développement. Et donc, à la fois, c'est une demande interne de légitimation, mais c'est également une attente extérieure de voir un Congo plus stable qui soit à même d'apporter pour la sous-région un élément d'équilibre. Et donc, l'absence du Rwanda se justifie? Le Rwanda, c'est lié, et l'Ouganda également, c'est lié aux relations compliquées que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore ouvertement en guerre, mais nous sommes en froid diplomatique. Et donc, tenant compte également de comment la campagne électorale s'est passée et le discours s'est construit ici, il était très probable que le président Rwanda n'allait pas venir. Et puis, mais on a quand même vu le président kenyan, et pourtant, la République démocratique du Congo l'avait accusé de recevoir sur son territoire un rebelle qui a créé aussi un mouvement rebelle. Bon, ça, ce sont des petites tensions entre les États. Il ne faut pas oublier que le Kenya a beaucoup d'intérêt avec le Congo. L'EAC, au-delà de sa dimension sécuritaire avec le déploiement des troupes, a une dimension économique importante et le Kenya tient à cette dimension économique. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont ouvert une banque ici. S'ils ont amené une banque, c'est parce qu'il y a énormément d'intérêt dans l'ouverture du marché congolais. Et donc, bien évidemment, il y a des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, notamment le retrait de l'EAC que le Kenya n'a pas apprécié. Mais il y a des questions économiques qui font qu'aujourd'hui, nous sommes quand même en intérêt commun et qui fait que le Kenya a intérêt à avoir un Congo stable. On revient sur le processus électoral, hein, parce qu'on y est encore d'ailleurs. C'était quoi votre évaluation globale? Déjà, pendant la campagne, c'est une campagne, je dirais, terne, parce qu'on n'a pas, nous on a fait la campagne pour le Congo, nous avions beaucoup insisté sur le contenu. On n'a pas une campagne qui a tourné autour d'un contenu programmatique, on n'a pas discuté projet, on n'a pas discuté programme, on a une campagne négative avec des indexations autour de la congolité et tout le reste. Et donc les Congolais n'ont pas eu l'opportunité de voter sur base d'un programme. Ça c'est de un. De deux, on n'a pas eu également, nous on l'avait souhaité, un débat contradictoire qui aurait permis aux candidats de présenter aux Congolais chacun une offre politique. Et donc, pour une énième fois, nous avons raté l'opportunité de ramener le débat autour de l'offre, autour de projets, pour que les Congolais votent projet. Et donc, de ce point de vue-là, la campagne, pour moi, elle a été un peu ratée. Maintenant, sur le fond, on a vu deux candidats qui s'étaient démarqués, Katumbi et Tshisekedi, et qui ont pratiquement fait l'ensemble des cohortes. Katumbi a fait, je crois, 19 provinces, le président en a fait 26. Personnellement, j'ai monitoré la campagne, j'ai même fait un article qui va sortir au mois de février sur Congo Afrique sur la campagne. Au-delà de cela, la campagne a été plus ou moins calme. On a eu, c'est vrai, des cas de décès, des incidents, 19. On a eu des cas de viols, parce qu'on a eu des viols sur des femmes, et des cas d'harcèlement sur des femmes durant la campagne, venant à la fois des acteurs politiques que des citoyens. Mais globalement, la campagne s'est bien déroulée. Là où les problèmes s'est posé, c'était tout le monde disait, c'est au niveau de la logistique, la CENI, qui aurait pu, de mon point de vue, décaler de quelques jours, parce que la logistique est arrivée tellement tard que ça a impacté le reste du processus. Et après, on a eu tous ces débats autour des machines à voter portatifs que certains ont pu avoir à la maison et qui a apporté un coup sur
je dirais, sur la crédibilité du processus, tant en interne qu'en international. Certains ont demandé carrément qu'on annule les résultats. Exactement. Certains ont demandé, tenant compte de ces cas d'irrégularité, qu'on annule les résultats. C'est un précédent que nous avons créé, hein. Pas uniquement sur le fait que les gens détiennent les machines à voter, c'est un précédent sur beaucoup de points, un précédent sur la capacité de la CENI à respecter la loi électorale. Nous avons cautionné que la CENI, au nom du droit du vote de tous les Congolais, viole la loi. Parce que si vous prenez le calendrier de la CENI tel qu'il est publié, nous devions voter en un seul jour. Nous avons voté en 6 jours. Donc la CENI elle-même a violé son calendrier, a violé l'électoral, au nom du prétexte qu'il fallait donner plus d'inclusivité aux électeurs. Donc c'est un précédent que nous sommes en train de semer. Si demain, l'entité qui organise l'élection peut se permettre de violer l'électoral de manière assez volontaire, au prétexte qu'il veut donner plus d'inclusion aux Congolais, quel sera le garde-fou? Donc il y a énormément de griefs qu'il faudrait peut-être analyser froidement après le scrutin et qui a conduit aux résultats que nous avons aujourd'hui. Plusieurs missions d'observation ont fait beaucoup de recommandations, plus pour la crédibilité de ce processus ou bien des processus à venir. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui doit être changé au niveau de l'organisation des élections? Ce n'est pas seulement au niveau technique, c'est d'abord au niveau culturel. On ne peut pas aller aux élections si au départ il n'y a pas une logique démocratique. Les élections, c'est pas... quel terme je peux utiliser? C'est pas simplement une technique. Parce que nous faisons un débat technique, hein? C'est d'abord une culture démocratique. Et le vrai problème du Congo, c'est que culturellement, nous n'avons pas de démocratie. Nous n'avons pas cette culture démocratique d'acceptation de la vérité des urnes, d'acceptation que c'est le peuple qui soit souverain, que c'est le peuple qui désigne et pas les politiques sur base des accords, que nous, acteurs, que nous soyons soumis à la censure du peuple et à la volonté du peuple. C'est ça la base. Si ça, on ne respecte pas, on peut mettre toutes les techniques possibles, ça ne marchera pas. Notre vrai problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une démocratie sans démocrates. Il faut que nous commencions à retravailler pour que nous ayons d'abord des démocrates qui soient capables de s'accepter, à avoir la censure du peuple. Mais là, c'est le travail, ou bien c'est la mission un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, malheureusement. Surtout du peuple lui-même qui doit travailler à s'approprier les élections, qui ne doit pas être uniquement un jeu des acteurs politiques, mais la destinée du peuple. Il faut que le peuple s'approprie le processus. Comment? N'est-ce pas que cette fois-ci, la réaction du peuple, quelques dénonciations déjà du peuple, n'a pas démontré, ne serait-ce que les premiers indicateurs de son intérêt à surveiller ses propres élections? Le peuple a montré sa volonté à aller choisir les dirigeants. Ça, c'est indiscutable. Les Congolais veulent voter. Oui, ils vont, ils votent, ils choisissent leurs dirigeants, mais il y a une différence entre voter et désigner les candidats. Là, il y a un vrai décalage entre le processus de votation et le processus de désignation. Autant nous saluons les efforts de la population dans le processus de votation, autant le processus de désignation doit être conforme à la volonté populaire. Et c'est là où il faut que le peuple soit un peu plus attentif à ce que le processus de désignation soit conforme au processus de votation. C'est pourquoi on parle de vérité des urnes. Mais ça paraît bien technique. La CENI a son beau prétexte, le seuil d'éligibilité, de représentativité. Voilà. Parce que même entre les acteurs eux-mêmes, ça pose un sérieux problème. Le seuil, c'est quelque chose de bien. Parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie avec 900 partis politiques. Le but du seuil, c'était de corriger la proportionnelle. Parce que nous avons un système depuis 2006 qui est basé sur la proportionnelle à liste ouverte avec la plus forte. C'est un bon système pour un pays qui sort de guerre parce que ça permet la représentation de plusieurs opinions. Et donc, quand vous sortez d'un pays de conflit, il faut donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer à l'intérieur des institutions et ne pas donner aux gens la possibilité d'être en dehors des cadres pour s'exprimer. Et donc, c'est un bon système. Malheureusement, en termes d'efficacité gouvernementale, il a des faiblesses. Parce que vous avez une majorité éparse, avec un parti qui a 2, un parti qui a 5, un parti qui a 10. Ensuite, il faut prendre des tas de négocier pour former une majorité stable. Et donc, en termes de gouvernance, la proportionnelle pose problème. Et donc, pour corriger la proportionnelle, en 2011, le PPRD a tenté de changer la proportionnelle. Les gens n'étaient pas d'accord. On a proposé une liste bloquée, rappelez-vous. Et les gens étaient contre. Et donc, comme on ne voulait pas de la liste bloquée,
c'est-à-dire celui qui gagne, il prend tous les sièges de la liste. On a inséré le seuil pour pouvoir limiter l'accès à la distribution. Et donc c'est un bon système pour corriger la proportionnelle. Malheureusement pour nous, c'est que les politiques se sont adaptés en créant les regroupements électoraux. C'est-à-dire si on avait imposé le seuil pour les partis politiques uniquement, on aurait assisté à une fusion des partis politiques. Mais comme on a ouvert la possibilité que les seuils soient également atteints, non pas uniquement en partis politiques, mais également en regroupement, les partis politiques ont préféré créer des regroupements électoraux qui leur permettent d'atteindre les seuils. Ensuite, ils vont, après les élections, quitter les regroupements électoraux et donc revenir dans leur liberté originelle. Donc ça ne permet pas de régler les problèmes. On a aujourd'hui les partis qui occupent telle position et les regroupements qui viennent même après. Exactement. Donc, c'est-à-dire que dès que le Parlement sera installé, les partis politiques n'agiront plus comme regroupement. Ils vont reprendre leur liberté d'action et vont agir comme partis politiques. Et donc là, on n'aura pas réglé le problème. Peut-être que prochainement, lorsqu'on va amender la loi électorale, il faudra regarder s'il ne faudrait pas supprimer cette histoire de regroupement. Mais pourquoi on n'applique pas carrément la loi portant fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo? Seuls les partis représentés sur toute l'étendue du territoire peuvent compétir. Ça aussi, c'est une disposition qui ne va pas limiter le nombre. Parce qu'on sait, pour créer un parti politique, il faut avoir des Congolais de toutes les provinces. C'est 26 personnes. Donc, vous pouvez prendre quelqu'un de Kwango, vous prenez quelqu'un du Kivu, vous prenez un ami qui est sur papier, vous faites 26 personnes. Ensuite, vous recrutez 26 membres. Ça, ce n'est pas vraiment une vraie limitation. La limitation par le seuil est une bonne chose, notamment le seuil qu'on a ajouté des recevabilités. Ça veut dire que pour que vous déposiez votre candidature, avant, vous aviez un parti politique qui pouvait se limiter à dire, voilà, j'aligne à Kinshasa. Vous voyez, je l'aligne à Kinshasa, 44 sièges, mes députés provinciaux, et je suis un parti politique. Aujourd'hui, avec le seuil de recevabilité, il faut aligner sur le 2 tiers des candidatures. Ça veut dire plus ou moins 360 députés. Donc ça oblige le parti à avoir des élus à Aru, à avoir des élus à Zongo, d'avoir des élus à Dilolo, parce qu'il faut attendre... Malheureusement, des élus étiquettes. Mais c'est pour ça que le deuxième seuil est important. Parce que si tu prends des élus étiquettes, la conséquence, tu ne vas pas atteindre le seuil d'éligibilité. Parce que tu mets des étiquettes pour atteindre le seuil de représentativité, mais ensuite, quand ils ne battent pas campagne, tu n'atteins pas le 1% du seuil d'éligibilité pour avoir les sièges. Donc, tu es tenu d'avoir des candidats, mais qui ne sont pas étiquettes, qui battent campagne pour atteindre le deuxième seuil. Donc, c'était une innovation utile pour renforcer ce travail-là. D'ailleurs, la preuve, on a eu 44 regroupements qui ont été retenus à la fin, qui ont atteint le seuil d'éligibilité. Vous parlez de battre campagne. Elle a été battue, cette campagne, par les uns, pas par les autres. Elle a eu de l'impact finalement sur l'électorat? Bon, déjà la campagne au Congo telle que se déroule, elle est un peu compliquée parce qu'en un mois, vous ne pourrez pas faire 145 territoires. Le pays a 145 territoires, à 26 provinces, 34 villes, presque 700 communes. Donc même pour un candidat président, ce n'est pas facile en 30 jours de campagne de faire le 145 territoires. Et donc les temps de campagne est très court. En principe, on aurait pu avoir une campagne à 2 mois. Et donc ça demande beaucoup de ressources parce que le pays n'étant pas connecté par véhicule, vous le faites par hélicoptère et par avion. Et donc battre campagne est lié aux capacités des ressources financières que le candidat mobilise. Et on l'a vu, beaucoup de candidats présidents n'ont pas pu se déplacer. Faute d'avion, par exemple. Parce que sans ressources, comment vous faites pour relier toutes ces grandes villes en 30 jours? Si vous faut faire Gemena, Lissala, Bumba, Mbandaka, ici Robuta, Aru, Idjoui. Avec les intempéries. Avec les intempéries, s'il faut loger les équipes, s'il faut une logistique pour faire la communication, les podiums, les polos, tout ça, ça demande un budget. Et manifestement, si vous n'avez pas les ressources, ça ne sert à rien de postuler à la présidentielle parce que vous ne ferez absolument rien. Est-ce qu'on ne pensait pas que nous sommes en train de créer avec tous ces systèmes une forme d'oligarchie? Malheureusement, nous sommes en train de créer, je dirais plutôt une plutocratie, c'est-à-dire une démocratie basée sur l'argent. Parce que, comme dans beaucoup de pays, les élections ont un coût. Vous ne pourrez pas aller à la présidentielle si vous n'avez pas l'argent. C'est la simple réalité parce qu'un pays grand comme le Congo, vous ne le parcourez pas à pied, malheureusement. Et donc, oui, il y a un lien énorme entre sa capacité à mobiliser l'argent et ses ambitions, notamment au niveau présidentiel. Et donc, ceux qui ont moins de ressources, malheureusement, ne sauront pas prétendre à ce niveau-là. Vous parlez du niveau présidentiel, pourtant dans l'opinion, c'est comme si ce fait-là risque de s'étendre. Nombreux aujourd'hui se plaignent du fait que ceux qui ont de l'argent, entre guillemets, auraient été
les privilégiés. Exactement, ceux qui sont passés dans la Au niveau- mangeoire. Au niveau, Ils n'auront pas pu battre autant en campagne et tout, donc il y a eu quand même cette question qui persiste. mais il faut que les gens comprennent que la politique se fait avec l'argent. C'est au Congo où on pense que la politique se fait sans ressources. Ailleurs, si vous regardez par exemple Mais en l'argent Europe, qui vient d'où? j'en viens. Si vous regardez par exemple en Europe, c'est des grandes familles très connues qui ont une rente financière, une rente immobilière bien connue, qui sont en politique. Lorsqu'on est un homme monous, on commence par construire un capital qui est un capital à la fois politique mais également financier, qui prend du temps à se construire pour aller vers les élections. Ensuite, on met en place ce qu'on appelle le crowdfunding, les capacités de mobiliser l'argent en construisant des alliances avec des secteurs économiques, ainsi de suite, qui peuvent vous porter. Donc ça ne s'improvise pas. Au Congo, les gens s'improvisent politiciens et ils pensent que c'est facile. Ça prend du temps à se construire, ça demande des stratégies, ça demande de faire des levées de fonds et ça demande de construire des alliances stratégiques pour pouvoir faire campagne. Parce que ce n'est pas moins de 100 millions de dollars. Maintenant, au niveau de la proximité législative, par exemple, ça, c'est plus lié à la culture politique. Ça veut dire que nous avons une population qui a été longtemps pauperisée, qui vit dans une grande précarité, qui n'a pas été politiquement éduquée et qui résume parfois l'élection à un échange de services. Ça veut dire, vous me donnez 10 000 francs, je vous vote. Vous voyez? Et là encore, ça apporte une autre dimension, c'est que pour aller aux élections législatives, il faut avoir un peu de ressources. Parce que quand tu descendras devant les Quinois, ils vont te dire « honorable Toliete ». Et puis à la fin, si l'État te dit « Izandegeni honorable Solola », ça veut dire « laisse quelque chose ». Et quand tu ne laisses pas quelque chose, eh bien, on a faux députés, on a perdu du temps. Ça, c'est lié à la culture politique. Et là, il faut un vrai travail de culture politique pour enseigner aux Congolais que les élections, ce n'est pas une vente de services. C'est un choix de programme, c'est un choix de projet, c'est un choix pour la gouvernance. Et ça doit se limiter essentiellement à connaître le projet, sa vision et adopter une vision plutôt que d'accéder à une rente financière de 10 000 ou 20 000 francs. Ça, c'est vraiment un travail d'éducation, malheureusement, qui pénalise également les candidats. Parce que ceux qui réussissent à avoir les ressources sont ceux qui ont été certainement aux affaires, qui ont construit un capital. Exactement, donc il faut passer, voilà pourquoi la plupart et qui vont venir déverser pendant la campagne pour revenir au pouvoir. Et donc malheureusement, malgré nous, nous créons également un système où ce sont ceux qui sont aux affaires qui peuvent mieux revenir que les nouveaux candidats. Leurs enfants et consorts. Et parce qu'ils réussissent à construire un capital financier que d'autres construisent par rente ou par héritage, mais que Congo construit par politique. Et on ne s'étonnera pas que ce soit les mêmes qui demeurent. Mais oui, mais parce qu'ils ont réussi à construire un capital qui devient patrimonial, parce que c'est familial en même temps, et donc demain, c'est le fils d'eux qui reviennent, parce qu'ils ont réussi à construire ce capital-là, construire partie des politiques. Ailleurs, ça se fait partie de l'économique, mais chez nous, c'est partie de la politique. Question de loi électorale à revoir, c'est ça? Loi électorale, pas que, l'éducation électorale surtout, parce qu'il faut éduquer les peuples à comprendre qu'Alain Boma peut avoir de très bonnes idées pour Ngalima et ne pas avoir de l'argent, que quelqu'un d'autre qui peut venir, qui a beaucoup de ressources et qui n'a aucune idée pour Ngalima, et qu'il faut choisir celui qui a les bonnes idées. Comme Alain Boma. Voilà, et pas que celui qui amène l'argent. Ça, c'est un travail d'éducation électorale. La loi, certes, oui, la loi peut interdire qu'on remette des biens, mais il faut éduquer les citoyens, éduquer les Quinois. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire comme sous d'autres cieux, limiter les dépenses liées aux élections? Par exemple. Président de la République, pour battre campagne, il ne faut pas dépenser 50 millions de dollars. Et aussi quand même retracer ça. Ça peut se faire, ailleurs ça se fait, mais chez nous ce sera plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, le ministère de l'Intérieur ne suit pas les finances des partis politiques. Et c'est là où vous avez raison sur la loi des partis, la loi sur les partis politiques. Le ministère de l'Intérieur devrait suivre les financements des partis politiques. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Est-ce que vous avez des ressources extérieures? Ces ressources sont internes? Et si le ministère de l'Intérieur suivait les financements des partis politiques, on peut à partir de là savoir si les dépenses que vous faites sont en dehors de vos capacités de financement. Bon, comme on ne suit pas ces choses-là, le ministère de l'Intérieur se limitant essentiellement à agréer sans faire le travail important de suivi, on ne maîtrise pas les financements. Et puis, il y a beaucoup d'opacité. Cette question, elle est pertinente parce qu'aujourd'hui, il y a des ponts qui se créent entre le financement extérieur et l'élection chez nous. Prenons par exemple le blanchiment des capitaux. Si vous avez l'argent sale qui entre au pays et qui participe à financer la campagne au niveau des politiques, ça veut dire que nous mettons le pays dans les conditions où demain, nous pouvons être sanctions, surtout les sanctions par exemple des services fiscaux américains, parce qu'il y a de l'argent sale qui est entré. Donc si nous ne travaillons même pas à savoir quel lien il y a entre les connexions extérieures et le pays en termes de financement, mais celui qui finance
c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui gouverne. Exactement. Et donc on construit d'autres types de dépendance de nos dirigeants si nous ne maîtrisons pas le finance, d'où ça vient. Alors aujourd'hui sur papier, au regard des résultats provisoires déjà disponibles, on sent qu'il y a une minorisation de l'opposition. Effectivement. Il y aura une incidence sur la gouvernance lors des 5 prochaines années. Effectivement, si vous prenez les chiffres de manière assez simple, en 2006, le MLC avait 62 députés, première force de l'opposition. En 2011, l'UDPS avait 41 députés, si je ne me trompe pas, première force de l'opposition. En 2018, Katumbi avait une soixantaine de 70 députés, première force d'opposition. Aujourd'hui, vous avez une opposition avec 18 députés. Ça veut dire, si vous prenez, ça c'est la première force. Maintenant, si vous prenez l'ensemble de l'opposition, en 2006, on avait une centaine, en 2011 également. Aujourd'hui, on est à moins de 10%, c'est-à-dire on est à 6%. Mais une opposition aussi marginale n'a pas d'espace d'expression assez grande. 6% en attendant d'ailleurs qu'elle se prononce. 6% en attendant les contentieux. Voilà, ça ne change pas non plus dans les contentieux. Ouais. Et donc, vous aurez une opposition minoritaire, hyper minoritaire, et qui, de mon point de vue, n'est pas une bonne chose pour une jeune démocratie comme la nôtre. Nous sommes une jeune démocratie en transition. Nous sortons de 40 ans de monopartisme et d'autoritarisme. Et donc, il y a encore en nous ces forces de résistance qui peuvent nous ramener vers le passé. Ça veut dire vers un monopartisme et un autoritarisme. Et donc, si nous ne travaillons pas à créer plus d'inclusion, à créer plus d'espace de diversité d'opinion, nous pouvons facilement rebasculer dans l'autoritarisme d'hier et dans le monopartisme d'hier que nous avons tous décrié. Et donc, le jeu démocratique devait permettre plus d'inclusion. Parce que lorsque la démocratie n'offre pas de l'inclusion à l'intérieur des institutions, eh bien, les gens cherchent d'autres cas d'expression. Rappelez-vous de Tiens Tshisekedi qui parlait de la majorité extra-parlementaire et de la majorité populaire. Cette majorité populaire s'exprimait dans la rue. Exactement. Et donc, nous avons intérêt à avoir une démocratie au sein des institutions que d'avoir de l'opposition à l'extérieur, parce que ça ne va pas renforcer la stabilité du pays. Est-ce que ce qui arrive aussi n'est pas la résultante de l'erreur de l'opposition quelque part? Parce que les opposants, ils étaient nombreux à la présidentielle, mais nombreux n'avaient même pas aligné les candidats à d'autres niveaux. Effectivement, le FCC opposant a boycotté simplement le processus. Fayulu n'était pas là carrément, il est revenu à la raison. C'est une partie de la réponse, parce que quand vous prenez par exemple le CID qui n'a pas aligné, le FCC qui n'a pas aligné, donc vous avez moins d'opposants dans la course. Ensuite, sur le 66 regroupements politiques qui ont été retenus par la CENI, il n'y avait que 10 regroupements de l'opposition et 55 de la famille présidentielle, y compris un regroupement de la société civile. Mais quand on calcule le seuil, eh bien vous verrez que d'autres partis d'opposition sont tombés, comme l'envol de Sesanga, comme la Cerne de Mukwege, et donc on a encore, par le seuil, réduit le nombre des partis politiques de l'opposition. Mais est-ce que vous ne savez pas que ça se calculait déjà, ces leaders? Il y a un vrai débat sur le seuil. Il y a un vrai débat sur le seuil, parce que le système tel qu'il est fait aujourd'hui, seule la CENI peut vous dire si vous avez atteint oui ou non le seuil. Parce qu'il se calcule sur base des votes exprimés. Et il n'y a aucun parti politique qui peut vous dire combien les gens ont voté ce jour-là. Moi, je crois que si on veut demain renforcer la transparence du processus électoral, il faut modifier la façon de calculer le seuil pour permettre aux partis politiques de maîtriser le calcul du seuil. Donc on ne partirait pas des voix réellement exprimées, mais déjà... Non, on peut partir de cela, mais en calculant, on peut calculer le seuil à partir du nombre d'enrôlés au prorata du pourcentage de participation. Ça veut dire que la CENI ne va se limiter qu'à nous donner le taux de participation, 45%, et on calculerait sur base du taux de participation le nombre d'enrôlés qu'on a dans la circonscription, et on applique 1%, et tout le monde saura le seuil de la circonscription. Si on part du taux de participation et un prorata du nombre d'enrôlés. Mais si on laisse la CENI seule calculer le nombre de suffrages tel qu'on l'a aujourd'hui, eh bien, la CENI serait seule maître à vous dire si vous l'avez atteint ou non. Vous pouvez contester ou pas, vous n'avez pas les moyens de contredire la CENI. La fameuse phrase, seule la CENI est habilitée à publier, à organiser même. Donc nous sommes point et main liés à la volonté de la CENI qui se limite à vous dire vous l'avez atteint, oui ou non le seuil. Et comment, on revient sur l'opposition, comment faire l'opposition dans ce cas ici? Mais déjà, il faut gagner la confiance de la population. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut que l'opposition se questionne elle-même sur son discours,
Vous avez une ville de Kinshasa, par exemple, qui était acquise à l'opposition depuis très longtemps. Vous prenez Tchang, vous considérez comme zone rouge. Mais aujourd'hui, l'opposition a perdu le contrôle de la ville de Kinshasa. Donc il faut se questionner sur les fonds. Pourquoi le discours de l'opposition ne passe plus? Est-ce qu'il faut remettre en question son discours? Est-ce qu'il faut remettre le type de leadership? Est-ce qu'il faut rechanger l'approche? Vous avez un président qui est quinois, qui, dans son narratif, parle le langage de la rue, du citoyen lambda, et qui est donc écouté. Est-ce qu'il ne faut pas changer de mécanisme de communication, d'approche? Est-ce qu'il faut toujours faire l'opposition comme on l'a fait hier, à savoir faire les marches et les villes mortes, ou est-ce qu'il faut s'adapter aux nouvelles réalités? Vous avez aujourd'hui 40% des Congolais qui ont moins de 40 ans. Mais prenez les leaders de l'opposition aujourd'hui, ils ont quel âge? Vous avez Fayoulou qui est à la soixantaine. Vous avez Mouzitou qui est à la soixantaine. Comment on fait pour mobiliser la jeunesse qui a moins de 40 ans, qui s'identifie en vous? Est-ce que vous avez des jeunes au sein de vos partis qui peuvent incarner pour d'autres jeunes des repères? Ce sont des questions de fond qu'il faut aborder. Si vous avez des leaders qui ne sont pas en phase avec la cour sociale majoritaire, d'abord en termes d'âge, ensuite en termes de discours, ensuite en termes sociologiques, la Kinshasa subit une évolution sociodémographique importante. Hein. On a connu beaucoup de migration avec l'arrivée de beaucoup de Kassaïens. Pourquoi vous n'aurez pas un secrétaire général de l'opposition qui soit de Kassai? Voilà, ce sont des stratégies, bon, on ne peut pas tout dire à la télé, qu'il faut savoir mettre en œuvre pour se remettre en question. Ensuite, la politique, c'est tu vas, tu gagnes et tu perds. Ou tu gagnes ou tu perds. Et donc quand on perd, on tire les leçons de l'échec, voilà. On apprend et puis on s'améliore pour l'avenir. Vous parlez du secrétaire de l'opposition, Félix Tshisekedi, dans son discours d'investiture, on va dire, tendu la main. Enfin, il s'est montré flexible. Il avait pris l'engagement. Il s'est engagé à ce qu'il y ait l'effectivité du porte-parole de l'opposition. C'est possible avec les leaders tels que nous le connaissons, tels que nous le voyons. Moi, déjà, j'aimerais bien voir qu'est-ce que le président attend par tendre la main, parce qu'il y a eu une forte pression diplomatique, notamment des États-Unis, pour pousser à plus d'inclusion de l'opposition. Et si vous suivez le communiqué des États-Unis, bon, certains parleront d'inclusion dans la politique intérieure, ils parlent d'inclusion à tous les niveaux. Ouais. Et donc, il y a cette pression extérieure pour pousser à plus d'inclusion. Le président a fait le geste, d'accord. Le porte-parole de l'opposition, moi je crois que c'est une question piège parce que ça ne va pas se régler. On a comme en 2006, malheureusement, une opposition à plusieurs vitesses. Vous avez aujourd'hui un Kantoumbi qui ne reconnaît pas les résultats et qui pourrait probablement éviter que ses députés aillent au Parlement. Vous avez un Fayoulou qui n'a pas de député au Parlement et donc qui ne sera pas concerné par les votes par les parlementaires. Parce que ça s'est fait au sein du Parlement. Des leaders de l'opposition. Vous avez probablement un Mouzitou qui sera à l'intérieur, un Constant Moutamba qui sera à l'intérieur. Et donc cette dynamique complexe entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur ne peut pas favoriser la désignation d'un candidat de l'opposition. Rappelez-vous, on a eu le même problème en 2011 entre un Etienne Tshisekedi qui refusait, un Bemba qui était à l'intérieur et un Roberwa qui était à l'intérieur. Donc cette double dynamique n'a pas changé. Ensuite, moi je crois que cette question de porte-parole est une vraie distraction pour l'opposition. Ça va les aider à se quereller sur le positionnement pendant que les pays avancent. C'est une question qui a été votée par une loi que moi, personnellement, je n'ai jamais appréciée, parce qu'on ne peut pas, dans un système aussi complexe que la nôtre, où on a une opposition aussi éclatée, sans un leadership incontestable, avoir un porte-parole de l'opposition. C'est une question qui va longtemps rester dans les tiroirs, parce qu'on n'a pas le modèle britannique, par exemple, où on a un système bipartisan, où lorsque les travailleurs sont au pouvoir, les conservateurs sont à l'opposition, et donc c'est très clair d'avoir un leader de l'opposition. Nous, on n'a pas un système bipartisan, on a un système multipartiste qui est tellement complexe que désigner un porte-parole sera toujours un vrai défi tant qu'on n'aura pas un leadership incontestable. Même à l'époque de Tshisekedi, qui était un leader incontestable de l'opposition, sa stratégie, son positionnement à l'extérieur n'a pas favorisé le choix d'un porte-parole. Une nouvelle mandature, un quinquennat pour consolider les acquis. Félix Tshisekedi est revenu sur plus d'emplois, renforcer le salaire des fonctionnaires et tout, plus de sécurité. De sécurité. Vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi le président avec beaucoup d'attention. Il est revenu sur la cohésion nationale. Aussi. L'inclusion, lutter contre le tribalisme et la haine.
Il est revenu sur l'économie, qu'il a beaucoup insisté sur l'industrialisation, la création des chaînes de valeurs agricoles, la diversification de l'économie. Il a insisté sur le pouvoir d'achat. Hein, le pouvoir d'achat, il faut travailler à préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Il est revenu sur le taux de change. Il faut travailler à limiter le taux de change. Et puis sur la sécurité, il faut mettre un terme aux groupes armés. Donc il a abordé beaucoup de points qui sont essentiels pour répondre. Qui, selon lui, étaient déjà abordés, amorcés. Maintenant, on va les consolider. Il y a 2 points qui demandent de la profondeur en termes de réforme. Par exemple, lorsque le président parle de diversifier l'économie, nous avons un secteur agricole qui est faiblement financé. Si vous regardez les budgets précédents, on a atteint, c'est vrai, 10% en termes de financement, mais si vous ventilez, vous ne verrez que l'investissement agricole ne représente que moins de 4%. Donc l'essentiel, c'est essentiellement pour le fonctionnement, l'équipement, mais l'investissement agricole, il est très faible. Nous avons beaucoup tâtonné entre faire l'agriculture intensive, ça veut dire genre Bukangalonzo, ou faire l'agriculture avec la mécanisation des agriculteurs. On a commencé à renforcer l'agriculture familiale. Avec le ministre Bachengezi. Rappelez-vous les tracteurs qui ont été distribués, qui n'ont rien donné. Ensuite, on a fait le choix de l'agriculture intensive avec les projets agro-industriels. Et on avait en avoir 22. Mais Bukangalonzo, qui était le projet prototype, est tombé à l'eau. Donc il y a des questions de fond qu'il faut aborder. Quel type d'agriculture on veut? Il y a des questions de fond sur le taux de change qu'il faut aborder. Par exemple, on ne peut pas régler la problématique de taux de change si on ne règle pas la production à l'interne, la transformation à l'interne. Nous sommes une économie qui dépend essentiellement des importations. Nous avons eu le feuilleton, rappelez-vous, poisson chinchard, qui devait venir de Namibie, qui finalement n'est jamais venu, bateau de pêche. Voilà. On l'a promis même au mois de mars. Qui arrive au mois de mars. Oui, mais c'est bien d'avoir le bateau, mais il faut avoir la chaîne de froid, il faut avoir la connexion. Parce que si vous produisez du poisson à partir du port de Kavumu, ça veut dire à partir de Tanganyika, il faut avoir une chaîne de froid, ça veut dire refaire le barrage de Bendera. Il faudrait connecter Kalemi aux zones de consommation, c'est-à-dire comment on fait pour que le poisson qui est produit à Kalemi soit mangé à Cabinda, à Mbujimaï, puis de Mbujimaï à Kinshasa. Parce que si on n'a pas cette connectivité des villes, eh bien, cette production ne sera pas circulée à l'intérieur du pays. Donc il y a énormément de choses à mettre en œuvre. C'est vrai que ce n'est pas le lieu pour le président de donner des détails. On verra quand le gouvernement ira présenter son projet, comment on matérialise cela et comment surtout on finance. Parce que le grand défi, c'est le financement. Ce n'est pas avec un budget de quelques 15-16 milliards qu'on répond à ces grands défis. Le Congo a besoin d'avoir des budgets à 50-80 milliards. Et comment on atteint 80 milliards? Quelles réformes fiscales on met en place? Comment on fait pour lutter contre la corruption, l'écoulement des recettes, le détournement des biens publics, pour que nous ayons un budget suffisant qui permette de répondre à tout ça? Pour vous, c'est quoi les défis de Félix Tshisekedi? Le grand défi du président, le premier pour moi, c'est le choix de collaborateurs. On l'a vu, il a eu beaucoup de difficultés avec son entourage durant son premier mandat. J'espère qu'il aura la volonté politique et le courage de balayer sa cour et de s'entourer des personnes qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs. Ensuite, le deuxième défi, il reste sécuritaire. La question de la paix et la sécurité à l'Est reste un enjeu important et il faut travailler non pas uniquement à renforcer l'armée, je vois que les Congolais, nous avons beaucoup parlé de l'armée, mais à parler de sécurité globale. La sécurité globale dépasse l'armée. Ça veut dire qu'il faut réformer systématiquement les renseignements. Nous avons une loi sur les renseignements qui traîne au Parlement, qui n'a jamais été votée. Exactement. Il nous faut réformer les renseignements, il nous faut réformer la territoriale. La territoriale est une composante importante de la sécurité. Parce que l'armée, ça vient, ça opère, ça se caserne. Mais l'information, c'est la territoriale. C'est les chefs de rue, le chef de quartier, le chef de secteur, qui sont des éléments importants dans le dispositif d'information. Or, chez nous, la territoriale, on nomme encore des militants. On nomme quelqu'un parce qu'il est cadre d'un parti politique qui fait bien le galélo. Donc, avec une territoriale politisée, qui n'est pas à la hauteur des attentes, on ne règle pas le problème de la sécurité. Après, c'est la justice. Parce que beaucoup de conflits à l'Est sont liés au foncier, sont liés au vivre ensemble. Donc si on ne règle pas les problèmes du foncier, on ne règle pas les problèmes du vivre ensemble, qui sont des questions de fonds, on aura toujours des problèmes de sécurité à l'Est. Donc il y a des réformes de fonds, la loi foncière, la loi sur les renseignements, la justice, les DDR qu'il faut vider, qu'il faut financer, et puis l'armée lui-même qu'il faut renforcer pour régler cette question de sécurité à l'Est. Et puis après, c'est l'emploi. Vous avez un pays
où vous avez 40%, 60% des gens qui ont moins de 40 ans. Ça veut dire une jeunesse qui a étudié, mais qui n'a pas d'emploi. Cette main-d'œuvre-là qui ne trouve pas d'emploi est une bombe à retardement si on ne règle pas ce problème-là. Même le phénomène Koulouna, c'est une conséquence de cette jeunesse désœuvrée qui ne trouve pas de point de sortie. Et donc il faut réfléchir en profondeur comment on règle cette problématique d'emploi pour les jeunes. Ça passe par la réforme de l'administration qu'on a commencé depuis 2003, la mise à la retraite honorable de ceux qui travaillent et le recrutement des jeunes. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'administration publique, on peut absorber tous ces mondes-là? Il n'y a pas plus grand créateur d'emploi que l'État. Pourquoi ne pas voir au niveau des PME? Il n'y a pas plus grand créateur d'emploi. Il n'y a pas plus grand PME. créateur d'emploi que le service public déjà. Prenez un exemple. L'État peut aujourd'hui recruter 10 000 magistrats. L'État peut aujourd'hui recruter 10 000 médecins. L'État peut aujourd'hui recruter 10 000 vétérinaires, 10 000 agronomes. Le problème, c'est qu'il a fait de très longtemps qu'on ne met plus à la retraite, qu'on n'améliore pas les conditions de travail et qu'on ne recrute plus. Il faut mettre à la retraite honorablement ceux qui ont travaillé et qui le méritent et permettre à ceux qui ont fini de trouver de l'emploi dans le service public. Ensuite, l'entrepreneuriat c'est bien, mais l'entrepreneuriat a besoin d'un accompagnement financier. Le grand problème au Congo, c'est l'accès au crédit. Exactement. Si vous allez dans les banques avec des taux de crédit à 13%, 14%. à 14%, vous n'accédez pas au crédit, vous n'avez pas rien à hypothéquer. C'est vrai qu'on a mis en place des mécanismes comme le FOGEC, mais qui doivent arriver à maturité pour permettre aux gens d'avoir des garanties pour les crédits. Et puis l'entrepreneuriat, il n'est pas que au sens tertiaire, mais moi je plaide pour l'entrepreneuriat culturel. Il existe énormément d'industries culturelles qui ont besoin de trouver des politiques claires pour pouvoir émerger. Le Congo peut gagner dans le tourisme. Prenez aujourd'hui, si vous regardez la musique en Europe, ce qu'on appelle la musique urbaine, c'est des Congolais d'origine. Tous ceux qui font la musique urbaine aujourd'hui, les Nino, les SDM, ils sont congolais. Ouais, ça veut dire, si nous voulons avoir rien qu'un événement culturel qui réunit tous les Congolais, ces Congolais ici, vous avez du tourisme derrière. Du tourisme culturel. Mais comment le Congo n'a pas un événement culturel de cette ampleur-là? Qu'est-ce qui nous manque? Des infrastructures. Qu'est-ce qui nous manque? Politique, non, mais nous avons déjà le stade. Ça veut dire si nous avons une politique culturelle claire, parce qu'il nous manque de politique culturelle dans ces pays, par la culture, on peut créer de la richesse. Par l'industrie culturelle, on peut créer de la richesse. C'est possible. Par le tourisme, on peut créer de la richesse. Est-ce que vous savez que nous avons, comme le Sénégal, la route de l'esclave? Oui. Ah, c'est un faux. Ouais. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Le Sénégal a Gorée, tout le monde connaît Gorée. Mais combien de gens connaissent la route de l'esclave du Congo? Qu'est-ce qui nous manque? C'est-à-dire qu'il y a moyen, si on met en place des politiques culturelles claires, de créer de la richesse. Essayons d'innover et de sortir du tout mine. Le problème du Congolais, c'est que nous sommes quelquefois bornés sur l'existant. Ça veut dire le tout mine. Et cette économie-là du tout mine a montré ses limites 60 ans après. Il faut penser à autre chose. Vous parlez de la mise à la retraite. Est-ce que ça vaut aussi pour les politiciens? Malheureusement, en politique, il n'y a pas de mise à retraite volontaire. Mais moi, je crois que ça vaut également pour la classe politique qui a montré suffisamment ses limites dans la manière de gouverner. Le pays a besoin d'une alternance de gouvernance. Et cette alternance de gouvernance ne peut venir que si on amène des acteurs nouveaux qui peuvent incarner une nouvelle gouvernance. Le problème, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit aider à l'émergence de ces énergies nouvelles-là pour le pays. Et si le peuple, par sa façon de choisir, n'aide pas au renouvellement de la classe politique, eh bien nous allons garder cette même classe politique qui, de mon point de vue, a totalement montré ses limites. Parce que le Congo a tellement des enjeux aujourd'hui, pas uniquement internes, régional, global et mondial, que ça nous demande d'avoir un leadership capable de s'adapter aux enjeux du monde. Sinon, nous subirons l'influence du monde et ce sera toujours à notre préjudice. Monsieur Christian Moleka, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un dernier mot, du moins pour cette émission? Le dernier mot, c'est que nous sortons des élections, nous sommes en train de mettre en place des institutions de la République. Le souhait, ce n'est qu'un souhait, c'est que nos dirigeants comprennent qu'il y a une nécessité impérieuse de mettre au cœur de l'action publique les développements. Depuis 2006, nous continuons à perdre en termes de taux de participation. Et malheureusement, en 2023, on est à 45%. Ça veut dire moins qu'en 2018.
C'est-à-dire que de plus en plus de Congolais ne croient pas ou ne croient plus à la démocratie, au développement, aux acteurs politiques. Et donc si nous ratons encore cette fois-ci l'opportunité de donner aux Congolais ce droit de rêver, parce qu'un politicien, la politique, c'est un marchand de rêve. Il vend le rêve d'un bonheur terrestre, à la différence de la religion, qui vend le rêve d'un bonheur intemporel et spirituel. Le politique vous vend le rêve du présent ou le rêve de l'avenir. Et aujourd'hui, les Congolais ont besoin de rêver de grandeur, de rêver de réussite. Et c'est aux politiques de créer cette perception que nous pouvons avancer, que les choses peuvent changer. Si on n'arrive pas à créer ça, eh bien, on va mettre le pays en difficulté, parce que les années à venir, très peu de Congolais croiront encore au scrutin, aux élections et à la démocratie. Merci beaucoup, M. Christian Moleka, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le rêve est possible, on va se dire bonne chance à la République démocratique du Congo. Yes, we can, comme disait Obama. C'est possible, si nous croyons et que nous avons des acteurs qui peuvent incarner ce rêve-là. Et c'est la fin de ce dossier et de la rédaction. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.